pas le temps de trader? Ou tu penses que le trading, c'est rester des dizaines d'heures sur les graphiques tous les jours? Et s'il était possible de trader 30 minutes par jour et faire la même performance, voire même mieux que certains day traders. Dans cette vidéo, je vais te parler swing trading, un style de trading plus patient, où tu vas oublier 10 trades par semaine. Je vais te montrer les avantages du swing trading et pourquoi elle correspond à 80% d'entre nous. Alors abonne-toi à la chaîne, reste jusqu'à la fin de la vidéo et je lance la vidéo. C'est parti. Alors, quelle est la différence entre les swing trading et les day trading? Si on regarde les caractéristiques du day trading, le day trading c'est caractérisé par 2 à 6 heures de trading par jour. Donc, il y a certains traders qui font 2 heures de trading par jour. Certains, dans mon cas d'ailleurs, je fais des day trading aussi. J'ai fait 3 heures de trading par jour, donc la session à la session de Londres. Il y a même certains qui font 2 sessions en même temps, la session du matin et la session de l'après-midi. Donc, ils passent jusqu'à 6 heures par jour. Il y a même certains qui font même 10 heures par jour. Alors, le day trading, il est fait à des horaires spécifiques. Après, si vous voulez le faire de façon professionnelle, il est fait à des horaires spécifiques. Comme par exemple, on peut trader l'ouverture de la bourse du matin, la bourse de Londres. On peut trader l'ouverture de la bourse américaine ou même on peut trader l'ouverture de la bourse asiatique. Ça dépend des actifs qu'on trade. Donc, les day trading, c'est trader peu d'actifs parce que tu ne peux pas être focus et te concentrer sur des dizaines d'actifs en même temps. Les day trading, c'est aussi, ça demande plus de discipline et de rigueur. Il faut être là tous les jours, il faut avoir de grosses sections, des grosses sessions de travail comme vraiment dans un travail classique. Les day trading, c'est trader donc c'est prendre entre 10 à 20 trades par mois. Donc par mois, tu vas faire entre 10 et 20 exécutions par mois. Bon, je ne parle pas des traders gamblers en quelque sorte qui prennent des dizaines de positions par jour. Je parle d'un trader sérieux. En faisant un trading sérieux, un day trading sérieux, tu vas prendre entre 10 à 20 trades par mois. Et je vous l'ai dit parce que je suis aussi day trader. Donc le day trading, il est plus complexe et plus stressant. Et l'autre chose, c'est que les day trading ne présentent en aucun cas un bon ratio rendement-temps. Parce que tu peux trader 15 heures par semaine, donc 3 heures par jour pendant 5 jours et ne rien gagner. Ou voire même de perdre un peu d'argent, voire même. Donc c'est comme si tu travaillais pour encaisser une dette. De l'autre côté, on a les swing trading. Les swing trading, je ne sais pas si c'est un beau style, mais ça dépend de chacun. C'est moins de 30 minutes par jour. En tout cas, les swing trading que je vais te présenter aujourd'hui, ça va te demander moins de 30 minutes par jour. Tu vas étirer tes écrans juste 30 minutes chaque jour. On va te demander de trader sur des unités de temps importants, comme par exemple les H4, les daily. Tu vas trader plusieurs actifs. Tu peux trader plusieurs actifs en même temps. Tu peux regarder les gold, tu peux regarder les US 30, tu peux regarder l'euro-dollar si tu veux. Donc tu peux regarder plusieurs actifs en même temps parce que le swing trading tu vas pas être collé sur tes graphiques. Tu vas donc regarder des graphiques, regarder là où les actifs qui sont intéressants et les trader. Le swing trading, c'est un style plus patient que le day trading. Là où en day trading, tu es agressif, tu feras beaucoup de positions. Les swing trading, c'est un style de trading beaucoup plus patient. Tu vas donc prendre entre 2 et 10 trades par trimestre. Je dis bien 2 à 10 trades par trimestre. Donc, c'est beaucoup plus facile et moins stressant parce que là, tu auras beaucoup plus d'énergie mentale et elle présente un beau ratio temps-rendement. Donc, imaginez que tu passes 30 minutes par jour, là où les autres passent 6 heures ou 5 heures ou 3 heures par jour. Et si tu fais bien les choses, tu peux avoir un rendement, un retour sur investissement qui se rapproche de certains day traders. Alors, maintenant, vous devez savoir une chose, c'est que sur un graphique intraday, il y a énormément de bruit de marché. Et s'il y a une chose qui pourrit la vie de tous les day traders ou tous les traders court terme, et moi y compris, c'est les bruits de marché. Donc, à court terme, sur des unités de temps comme M5 ou M15, il y a énormément de bruit de marché. Ces bruits de marché peuvent être créés par des algos, peuvent être créés par des news. Par exemple, une news importante, une NFP ou un CPI des tailles US peut faire bouger le marché dans une direction ou dans une autre. Ça peut être quand on analyse ou ton trade et tu peux subir une perte due au bruit de marché. Vraiment, les bruits de marché peuvent être créés par de flash crash à court terme. Un algo qui explose. Donc, si tu veux coder sans bug, ne code pas des algos. Et vu que ce sont des algos des trading, ils vont donc cracher énormément d'argent. Ou une institution telle qui, au lieu d'écrire 1-0, écrit 2-0 à la place des 1-0 sur un contrat. Et ça fait bouger énormément de marché à court terme. Et en tant que day trader, tu vas subir ces variations-là. Ces variations de marché ou ces algos, ces news ou ces flash crash créent des mouvements irrationnels à court terme. Tu peux avoir une direction, un mouvement, mais il y a par exemple les tweets de Donald Trump qui va tomber, un tweet de Donald Trump qui va tomber, et directement ça va changer la direction du marché. En tant que day trader, tu es en compétition. Putain, le bordel de merde.
Maintenant, pour réussir en day trading, parce que vous êtes en compétition avec les algos, vous êtes en compétition et vous êtes soumis aux aléas du marché, il faut complexifier son plan de trade. Et le plus important aussi, il est difficile en day trading d'avoir un taux de réussite qui dépasse les 50%. Parce que tout le temps, vous êtes soumis aux aléas de marché. Et je l'ai dit par expérience, je ne l'ai pas écouté quelque part, je ne l'ai pas appris, je l'ai vécu. Donc, un ratio pour survivre en day trading, c'est un ratio de 1 pour 2 minimum. Si vous avez un trader qui trade avec un ratio de 1 pour 1 en day trading, il n'est pas profitable. Tu peux regarder par exemple ici, sur ce graphique intraday. Donc on peut regarder ces mouvements intraday qui partent dans tous les sens. Donc, en fait, on peut manipuler le marché à court terme, mais à long terme, non. Donc à court terme, on peut avoir des variations, comme par exemple, regardez. Est-ce que vous trouvez la logique dans ce mouvement? Là, on a un mouvement qui baisse, il y a des volumes qui entrent à la vente. Par exemple, ici, dans cette bougie M15, il y avait énormément de volumes qui étaient injectés à la vente. Là, on voit un gros mouvement ici, de volumes qui sont injectés à l'achat. Il n'y a pas de logique là-dedans, tu vois. La quantité de volume qui était injecté à la vente, on voit ici, ça, c'est les doubles de volume qui étaient injectés à l'achat. On peut regarder encore une fois ici que cette bougie, elle est plus puissante que même les volumes qui étaient injectés ici. Donc, les marchés n'ont pas vraiment de direction claire. C'est une direction aléatoire. Là, on peut se dire qu'il y a énormément d'acheteurs qui sont entrés dans le marché. Et là, il y a énormément d'acheteurs qui entrent dans le marché. Là, il y a des vendeurs qui se retirent. Des mouvements illogiques. Et vivre dans cette situation-là, vivre dans ce graphique-là, vivre dans ces contextes-là, c'est très compliqué. Il est difficile de dépasser les 50% de réussite à court terme. Alors, pour jouer avec, il faut avoir un taux de réussite. Il faut avoir un ratio risk-reward supérieur à 1 pour 2. Sinon, après, c'est la clé de la longévité dans ce genre d'activité, comme les day trading. Maintenant, passons au graphique swing. En swing trading, c'est un peu différent parce que les graphiques est fluide. Quand il y a du flux, quand il y a de gros mouvements qui entrent comme ça à l'achat, tu vois, il y a de gros bougies à l'achat, il y a vraiment un flux acheteur. Donc le contexte est lisible, les graphiques est lisible. Par exemple, ici, il y a un mouvement haussier, là, il y a de gros flux qui entrent à l'achat. Oui, ces flux à l'achat, ils restent. C'est pas des volumes acheteurs, des volumes vendeurs dans tous les sens. Donc, sur des graphiques swing, vous pouvez éliminer. Donc, si vous regardez les graphiques swing au lieu des graphiques day, donc graphique swing, c'est au-dessus des H4, vous pouvez éliminer une grosse partie de bruit de marché. Donc, si aujourd'hui vous n'êtes pas profitable, si aujourd'hui vous galérez, c'est peut-être parce que vous faites du scalping ou du day trading. Partez sur des graphiques swing, ça sera beaucoup plus facile pour vous. En tout cas, c'est beaucoup plus facile pour 90% d'entre nous. Parce qu'en swing trading, vous allez éliminer une grosse partie du bruit de marché. Si vous tradez des unités de temps comme les H4, vous allez éliminer à peu près la moitié des bruits de marché. Et si vous parlez des unités de temps supérieures comme les daily ou le weekly, vous allez éliminer entre 70 et 80% de bruit de marché. Donc, sur des graphiques swing, vous avez des mouvements fluides, vous avez des mouvements logiques, parce que quand on voit qu'il y a de flux acheteurs dans le marché, vraiment, la tendance, elle est haussière. Donc, et des mouvements faciles à interpréter. Vous n'avez pas besoin de complexifier votre plan de trade pour survivre, parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de marché. Si on complexifie son plan de trade, c'est pour survivre. C'est pour filtrer les faux signaux. Mais quand on n'en a pas, on n'a pas besoin de complexifier son plan de trade. Ce qui rend donc le swing trading plus facile que le day trading. Et oui, vous allez avoir naturellement un taux de réussite qui va être important. Oui, parce que s'il n'y a pas de bruit de marché, parce que ce qui crée de faux signaux, à court terme, c'est les bruits de marché. Les faux signaux réduisent notre taux de réussite. Par contre, si on n'a pas de ces faux signaux, automatiquement, notre taux de réussite, elle peut être important. Maintenant, pour vous donner un exemple simple que la plupart d'entre vous vont comprendre, j'ai pris une figure chartiste, un triangle. Je pense que la plupart des personnes le savent. Bien sûr, un triangle n'est pas une figure géométrique, c'est juste une psychologie de foule. Là, on peut regarder que, dépendamment de comment le chartisme est appliqué, donc, vous dessinez votre triangle sous forme d'un triangle, donc les prix qui forment sous forme d'un triangle. Une fois que le marché casse, donc cassure du niveau, ok, le breakout du pivot, donc quand les niveaux, donc, je ne sais pas si ils appellent ça comment, si c'est pivot ou ligne du coup, vous allez prendre l'extension de la plus grande taille du triangle. Et on l'amène ici, regardez que le target, elle a été touchée du point de vue chartiste. Mais si je me mets à trader cette figure sur les unités de temps M15 ou M5, j'aurai plein de bruit de marché, j'aurai plein de faux signaux. Le taux de réussite sera dégueulasse. Mais si je trade le même pattern, ces unités de temps supérieures, tels que les daily, les weekly ou les mensuels, j'aurai moins de bruit de marché. Donc, il y a plein de facteurs aléatoires qui influencent les marchés à court terme. Mais sur des unités de temps importants, au-dessus du H4, il y a quasiment
pas de bruit de marché. Il n'y a quasiment aucun facteur aléatoire qui influence les marchés à court terme. Là où le day trading, c'est la complexité. Donc, vous avez utilisé plusieurs unités de temps. L'unité de H4 pour l'analyse, les H1 pour la stratégie, les M15 pour l'exécution. Et vous allez avoir un taux de réussite faible parce que vous allez être soumis aux aléas de marché. Vous allez être soumis au bruit de marché, à plein de bruit de marché. Donc, les éléments qui pourraient la vie de tous les traders court terme, moi y compris, c'est les bruits de marché. On ne peut pas contrôler le marché. Il y a des millions et des milliards de facteurs qui contrôlent le marché à court terme. De l'autre côté, vous avez le swing trading. C'est beaucoup plus simple. Vous pouvez même utiliser, si vous le voulez, une seule unité de temps, bon, des maximum. Vous allez avoir un taux de réussite élevé parce que vous n'allez pas subir les bruits de marché. Et ce qui est fou, c'est qu'en swing trading, vous pouvez avoir un taux de réussite important. Et quand on a un taux de réussite important, on subit moins de drawdown. On subit moins de drawdown. Et quand on a subi moins de drawdown, on peut se permettre d'augmenter son risque. Donc, c'est rapproché un peu plus aux performances des day traders. Mais non, c'est le marché. Il y a 3 façons de créer un avantage statistique. Parce que les marchés, ce n'est qu'une question d'avantage, c'est une question de probabilité, une question de statistiques. Alors il y a 3 façons de créer un avantage statistique sur le marché. La première façon de créer un avantage statistique sur le marché, c'est que vous devez avoir plus souvent raison que tort. Je l'ai bien expliqué, en day trading, il est impossible, bon, pas qu'il est impossible, il est difficile d'avoir plus de 50% raison. Tu ne peux pas avoir raison plus de 50% du temps en day trading, parce que tu es assujetti au bruit de marché. Donc, cet avantage statistique d'avoir plus souvent raison, on peut l'exploiter qu'en swing trading. Deuxièmement, c'est gagner plus quand il gagne et perdre peu quand il perd. Donc, en gagnant plus quand il gagne et en perdant peu quand il perd, tu crées un avantage statistique. Parce que même si tu gagnes 30% ou 40% du temps, mais quand tu gagnes beaucoup plus, et quand tu perds peu, tu as un avantage statistique. Troisième avantage statistique, ou troisième façon de créer un avantage sur le marché, c'est que vous devez couper ses pertes et laisser filer ses gains. Donc, en coupant ses pertes, par exemple, tu perds, au lieu de perdre moins 1%, tu coupes ta perte à 0,8, à 0,7 ou à 0,5, bien sûr, avec une stratégie derrière, pas au feeling. Et que quand ton trade passe, tu ne le coupes pas à plus 1R, plus 2R, plus 3R, tu les laisses filer le plus longtemps possible. Bien sûr, encore une fois, de façon méthodique. Tu peux créer une autre avantage statistique. Maintenant, la plupart des traders vont se concentrer sur les ratios risk-reward. Parce qu'on le sait, avec les ratios risk-reward de 1 pour 1, moi je parle des ratios risk-reward réalisés, parce qu'il y a les ratios risk-reward théoriques qui mesurent le potentiel d'une opportunité, et les ratios risk-reward réalisés. Donc si on a un ratio risk-reward de 1 pour 1, et qu'on a un taux de réussite de 50%, donc il va nous falloir un taux de réussite supérieur à 50% pour être profitable. Je l'ai dit, en day trading, c'est très compliqué, c'est très complexe d'avoir, en tout cas, c'est pas 1 ou 2% des day traders qui font plus de 50% de taux de réussite. Donc l'avantage n'est pas là. L'avantage n'est pas sur le taux de réussite en day trading. L'avantage est plutôt ici. Par exemple, si tu gagnes, quand tu gagnes 3 fois. Quand tu perds une fois. Il va te falloir, même à 40% des taux de réussite, tu peux être profitable. Parce que quand tu gagnes haut. Quand tu perds peu. Donc, en day trading, l'avantage, il peut se créer à partir d'ici. Donc, on va chercher donc des ratios risk-reward importants pour compenser le manque ou la difficulté d'avoir un taux de réussite important. Donc, si vous avez un taux de réussite inférieur à 50% en day trading, sachez que c'est normal. Et si vous tradez des ratios de 1 pour 1 ou en dessous de 1 pour 1, en day trading, il est quasiment impossible de devenir profitable. Donc, on peut voir que avec un ratio risk-reward de 1 pour 4, un ratio risk-reward réalisé, tu as besoin d'un taux de réussite de 30% pour devenir profitable. Et là, en day trading, ça commence à parler. Mais en swing trading, on peut dépasser les 60%. Donc, ça veut dire que même avec un ratio risk-reward de 1 pour 1, on peut être profitable. C'est un peu ça la différence entre ces deux styles. Mais la plupart des traders se concentrent sur les taux de réussite. Bien sûr, ça aide. Quand on a un ratio risk-reward important en day trading, on a beaucoup plus de chances de devenir profitable que quand on a un ratio risk-reward faible. Mais plus on a un ratio risk-reward important, plus notre taux de réussite encore il baisse. À part la difficulté du trading court terme, plus on a des ratios risk-reward importants, plus notre taux de réussite baisse. Mais par contre, si on complexifie notre système et qu'on filtre énormément de bruit de marché, on peut chercher des ratios risk-reward importants et être très profitable, avoir un taux de réussite qui est raisonnable. Mais non, il y a un problème sérieux avec les taux de réussite. Donc la plupart des traders qui se concentrent uniquement sur les ratios risk-reward ne regardent pas. C'est le taux de réussite. Plus votre taux de réussite est faible,
par exemple 40%, vous avez beaucoup plus de probabilités de voir une grosse série de pertes. Comme par exemple, donc ici par exemple c'est une échantillon des 100 trades. Donc dans une année en day trading, on peut faire 100 trades, voire même plus. Donc chaque année, vous avez 100% de chance dans votre série des 100 trades de voir 5 trades perdants d'affilée. Bien sûr, les 5 trades perdants d'affilée, ils vont être 10%, ils vont être 20% ou 100%. Et ce sont les paramètres normaux. Bien sûr, c'est des mathématiques, mais ça se rapproche un peu plus de la réalité. Donc, c'est une année où dans une série des 100 trades, tu as 100% de probabilité de voir 5 trades perdants d'affilée. Bien sûr, il y a des moments où on coupe notre perte à 0,5, à 0,2, etc. Si on exploite ta vendée statistique. Donc, 5 R, donc 5 pertes à la suite ne sera pas moins 5 R parce qu'on va couper notre perte. Notre perte moyenne, elle sera faible. Et on voit que avec ces 40% de taux de réussite, on a 42% de probabilité sur une série de 100 trades d'avoir 10 trades perdants d'affilée. Ouais, 10 trades perdants d'affilée. Alors, comment est-ce que vous allez gérer ces 10 trades perdants d'affilée? En tout cas, à part avoir une bonne stratégie de gestion de risque, en day trading, vous n'avez aucune chance. Mais non. Imaginez que vous avez un taux de réussite de 70%. 70% par exemple. Vous avez bien sûr 100% de chance de voir 2 trades perdants d'affilée, et ça c'est normal dans une série de 100 trades. Et on part ici, vous avez juste 21% de chances d'avoir 5 trades perdants d'affilée. Donc là c'est très bas. Donc je dirais dans 100 séries des 100 trades, vous allez juste avoir 5 trades dans 21 d'entre elles. Donc dans environ 79%, donc 79 séries des 100 trades, vous n'allez pas avoir même pas une série des 5 trades. Et là, ça devient intéressant. Vous devez savoir qu'une chose, vous devez savoir qu'un taux de réussite des 70 à 80%, c'est plus facile et vivable pour 80% d'entre nous. Parce que personne n'arrive à tenir après une grosse série de pertes. Par exemple, quand tu subis une série de pertes de 9 trades, on peut regarder ici, donc tu as un taux de réussite de 30%, parce que la plupart des traders, ils ont même moins. Tu subis 9 trades à la suite, ok, 9 trades à la suite, qui aura assez d'énergie mentale et de force mentale de prendre les 10e trades? En très peu. Bien sûr, si tu n'as pas une bonne stratégie de gestion de risque derrière, c'est mort. C'est cette raison que la stratégie à court terme en day trading ne suffit pas. Il faut d'ailleurs une bonne stratégie de gestion de risque. Et c'est beaucoup plus complexe pour arriver à trouver même, à aller au-delà de 50% pour réduire les chances que ton système attend des séries de pertes importantes. Mais là, donc 70 à 90%, c'est beaucoup plus vivable, beaucoup plus facile pour 80% d'entre nous. Alors, comment chercher ces taux de réussite des 70 à 90%? Donc, avoir un taux de réussite qui est aussi entre 70 et 80% est tenable pour la plupart d'entre nous. On l'a vu qu'en day trading, c'est assez compliqué parce que il faut complexifier son plan de trade pour éliminer les bruits de marché. Mais en swing trading, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, je vais vous expliquer la méthodologie qui va te permettre d'avoir un taux de réussite qui va aller entre 70 et 90%. Parce que le taux de réussite en trading dépend de l'endroit où tu entres dans un trade. Je vais vous expliquer ici. Alors, vous devez savoir qu'un marché, quand elle est en tendance haussière, elle ne monte pas en ligne droite. Quand elle est en tendance baissière, elle ne baisse pas en ligne droite. Elle va monter et va baisser en faisant des vagues. Et sur base de ces vagues-là, on peut mettre différentes théories. Il y a par exemple ce qu'on appelle la théorie de dos, qui stipule que dans une tendance haussière, on va avoir des sommets et des creux de plus en plus hauts. Dans une tendance baissière, on va avoir des sommets et des creux de plus en plus bas. Et c'est pas tout. Dans une tendance haussière, on a des impulsions haussières et des corrections baissières. Donc on a des impulsions haussières et des corrections qui vont corriger les impulsions haussières. Inversement, dans une tendance baissière, on a des impulsions baissières et on a des corrections qui vont corriger ces mouvements impulsifs baissières. Avec ça, on peut avoir une idée de où est-ce qu'on peut entrer pour maximiser notre taux de réussite. Comme par exemple, si on entre ici, par exemple, et qu'on sort ici, avant que le marché ne soit cher, on peut avoir un taux de réussite important. Si on entre là, par exemple, et qu'on sort avant que le prix ne soit cher, on peut, encore une fois, maximiser notre espérance des gains. Donc, notre taux de réussite. Donc, si on est dans un marché à un prix modique, et on les vend avant les prix chers, on peut avoir un taux de réussite qui explose. On peut avoir un taux de réussite important. Bien sûr, si vous faites ça à court terme, c'est des états comme M5 ou M15, des états intraday, ça va être compliqué parce que vous allez être assujetti au bout de marché. Mais si vous le faites des unités de temps supérieures, des unités de temps swing, ça va bien marcher. Alors,
Pour vous donner un exemple simple, dans cette setup qu'on peut utiliser, qui est quand même littéralement, qui correspond à la logique des marchés. Donc le marché, ça monte et ça baisse en faisant des vagues, des oscillations. Et ces oscillations varient, passant d'un prix cher à un prix modique. Donc si on achète le marché à un prix modique, on a beaucoup plus de chances qu'il commence à monter parce que le marché est cyclique. Donc on a un cycle baissier ici par exemple, on a un cycle haussier. Après ce cycle haussier, les prix deviennent chers, tout le monde vend, on cherche, on baisse. Quand on baisse, on cherche un prix modique, et puis encore une fois, les cycles continuent. Donc si à chaque fois on achète ici à un prix modique, on sort du marché avant un prix cher, on peut avoir un taux de réussite important. Il y a une théorie qui explique tout ça, c'est la théorie des vagues d'Elliott. Donc Ralph Nelson Elliott explique que dans une tendance haussière, il va avoir des impulsions. Une impulsion, ça peut être une vague A ou une vague 1, peu importe. Puis par la suite, il va suivre une correction. Alors la correction d'habitude, elle va donc corriger entre 50 et 61%. C'est comme ces notions de discount en quelque sorte. Imaginez dans un magasin, les prix est à $100 pour un produit. Et qu'on annonce à tout le monde que ces prix est maintenant à $50. Donc soit une réduction de 50%. Tout le monde va l'acheter. Et c'est la même chose avec les prix. Quand les prix baissent, on avait un prix élevé, un prix important, c'est pas un all-time high, c'est un actif, puis les prix baissent de 50%. Ça devient intéressant. Tout le monde commence à entrer dans le marché. Tout le monde entre dans le mouvement. Et c'est sur base de ça qu'on va faire. On achète donc les marchés à un prix moins cher et on la vend avant que les prix ne soient élevés, avant que le prix ne soit important. Donc, les setups qu'on va exploiter, c'est un setup qui va donc nous permettre de regarder d'abord la tendance du marché. Donc, ça va nous permettre de regarder d'abord le contexte du marché. Est-ce qu'on est dans une tendance haussière? Parce qu'on le sait. Dans une tendance haussière, on va avoir des impulsions haussières et des corrections. Et à chaque fois, ça va osciller entre les prix chers et les prix modiques. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est que on va donc avoir une structure claire. Donc, quand le marché casse ces niveaux ici, on sait que il va chercher un prix cher, puis quand il va corriger, on va donc entrer en position au prix modique. Et avec ça, on peut facilement trouver un ratio score de 1 pour 1. Donc, même si on a un ratio score de 1 pour 1, si on a un taux de réussite de 70 à 80%, on a une belle expérience des gains. Mais là, attention, il peut y avoir des moments où, au lieu d'avoir une impulsion, que cette impulsion peut être la dernière dans le mouvement. Donc, si on entre au début du mouvement, on a beaucoup plus de probabilités. Mais si on entre à la fin du mouvement, même si ça c'est une impulsion, la prochaine correction ne va pas être une baisse puis une hausse. Ça va être un sell-off. Donc, tous les achats qui ont été accumulés, ils vont sortir du marché. Donc, on a moins de probabilité si on entre à la fin d'une tendance ou au début d'une tendance. Maintenant, je vous présente un setup de trading qu'on va exploiter. On va l'appeler un FBO. FBO, ça signifie Fibo Pullback. Donc, on va utiliser les niveaux de Fibonacci, qui sont des niveaux qui sont utilisés par la plupart des traders, et on va utiliser la structure du marché. On va étudier le contexte du marché, on va la lire, et on va mettre en place des niveaux. Donc, cette setup de trading FBO, elle est basée sur Fibonacci, sur le retracement de Fibonacci. Donc là, vous avez les 0,5% de Fibonacci. Là, vous avez les 0,78% de Fibonacci parce qu'on le sait. Quand le marché forme une impulsion haussière, donc les prix deviennent chers, à un certain moment, il va aller chercher le prix modique. Et le prix modique commence à devenir intéressant en taux de 50%. Ça corrige d'habitude entre 50 et 60%. Et avoir un prix autour de 50%, c'est un prix intéressant. C'est un prix modique que la plupart des traders, que la plupart des investisseurs vont être intéressés à prendre. Maintenant, quelles sont les règles de ces setups? Règle numéro 1, c'est que vous devez avoir une structure haussière propre. Voilà, je parle donc l'FBO haussier, en bullish FBO. Donc, vous devez avoir une structure haussière propre. Deuxième règle, c'est que vous devez avoir une impulsion agressive. Donc, avoir une impulsion agressive comme ça montre que il y a une fièvre acheteur. Donc, il y a plein d'intervenants qui entrent à l'achat. Troisième règle, c'est que vous devez avoir une correction longue dans le temps. Une correction longue dans le temps, cela veut dire que les investisseurs ou les intervenants se retirent, mais pas toutes. Certains peuvent se retirer, mais la plupart ont une conviction toujours haussière. Et troisièmement, vous devez exécuter votre position à 50% de Fibonacci. Donc là, le marché baisse de 50% de Fibonacci, chose qui est un niveau mathématique ou l'équilibre, on en voit partout, même dans la nature. Et troisièmement, vous devez mettre votre stop loss au niveau des 78,6% de Fibonacci. Donc quand les marchés corrigent, parce qu'il y a la moindre probabilité avec ces setups d'aller chercher les 78,6% de Fibonacci, parce que tout le monde veut FOMO. Quand on voit une impulsion haussière comme ça, tout le monde veut entrer dans le mouvement.
Et je pense que la plupart d'acheteurs qui attendent n'attendront pas que le marché baisse jusqu'à 78,8%. Parce qu'ils ont peur que le marché rebondisse à 50 ou 60%, donc ils vont acheter avant. Et nous, si le marché continue à baisser dans ce genre de setup, dans ce genre de contexte, et part en dessous des 0,68, 68,6, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'acheteurs qui ont voulu défendre. Donc il n'y a pas eu assez d'acheteurs qui ont défendu ce mouvement. Maintenant, donc, les targets doivent être mis au dernier plus haut. Donc, les bits derrière, c'est quoi? La logique derrière, c'est on achète un prix modique et on le vend avant que le prix ne soit cher. Donc là, à ce niveau-là, le prix peut-être est cher. Pour cette raison, on a vu que le marché a corrigé. Mais on vend le mouvement, on vend le marché avant que les prix ne soient chers. Donc, les targets doivent être mis au au dernier plus haut. Mais là, les ratios que vous allez trouver par défaut, dépendamment des ratios, parce que ce sont des ratios mathématiques. Donc, les ratios que vous allez trouver, c'est parce que ce sont des ratios mathématiques, et va être de 1 pour 1,7. Donc, vous allez risquer 1 pour gagner 1,7. C'est un bon ratio, parce qu'avec les frais, 1 pour 1, si on met les frais, on est en désavantage. Mais quand on a 1,7, même si on enlève les frais de swap, parce que c'est un swing, parce qu'on paye peu de commission, c'est en opposition, les frais de swap, ils vont donc être couverts ici, et on va avoir un ratio de 1 pour 1,6, 1,5, etc. Et la 8e règle et la dernière du setup, c'est que vous devez respecter votre Pmax. Les Pmax, c'est les risques maximum en pourcentage. Donc, si vous risquez 1%, c'est 1%. Vous devez les respecter pour chaque trade. Maintenant, les setups FBO exploitent uniquement la tendance. Ici, on avait un setup assez alternatif qui pourrait exploiter des contre-tendances. Parce que le marché, c'est pas uniquement des tendances. Il y a des moments où on a des bons mouvements à exploiter en contre-tendance. Là où un FBO classique va exploiter ces genres de mouvements, donc on va entrer ici au début du mouvement et sortir quand les prix commencent à devenir chers. On a un deuxième setup qui, je vais vous parler plus tard, qui va donc exploiter le débit d'une tendance, le débit des mouvements. On voit par exemple ici, on a fait une tendance haussière, mais quand le marché casse cette structure ici, la structure n'est plus haussière, elle devient baissière. Ou la structure haussière est cassée. La dynamique acheteur n'est plus d'actualité. Donc, toutes les stops acheteurs qui étaient ici, on vient de les liquider. Maintenant, à ce niveau-là, on sait que la tendance s'inverse. Et quand on se positionne au début du mouvement, on a beaucoup plus de chances de voir un gros mouvement. Et c'est là qu'on va avoir notre deuxième setup de trading. Donc là, c'est un cas haussier, là, c'est un cas baissier. Parce que quand on a une tendance haussière, la tendance haussière ne va pas continuer indéfiniment. À un certain moment, elle va se retourner. Les acheteurs de ces mouvements, à un certain moment, ces mouvements vont devenir chers, au fait. Même si on a... Donc, quand on voit un mouvement comme ça, par exemple, ça, c'est les H4. Si on regarde à H1, c'est une impulsion. Donc, à D, pardon, si on regarde à D1, c'est une impulsion. Elles vont jouer le même rôle. Donc, on va avoir un prix qui va exploser, qui va devenir cher, puis va baisser pour aller chercher un prix modique. Un prix modique qui va intéresser encore d'autres acheteurs, etc. Donc, les marchés ici. Maintenant, même chose. Hein. Là, c'est un cas haussier, là, c'est un cas baissier. Mais il y a un problème avec ce setup. Vu qu'on va entrer et essayer d'anticiper les retournements de marché ou bien les débits du mouvement, on peut avoir plusieurs choses. On a une tendance haussière, par exemple, ici. On peut avoir une correction, puis les marchés qui vont continuer sa tendance haussière. Ça, c'est une possibilité. Et on sera invalidé à un certain temps. C'est pas comme quand on suit une tendance. Même chose ici. Donc, il y a plusieurs possibilités qui peuvent se former après ce mouvement ici. Quand on break ce niveau ici, la structure haussière, on l'a cassée, mais ça ne signifie pas que le marché va directement passer de tendance haussière à tendance baissière. Parce qu'on essaie d'entrer au début de la tendance baissière après une tendance. Donc, d'une tendance baissière après une tendance haussière. Donc, après, la cassure du niveau ici nous a ramené un range ici. Tu vois, là, on a un range. Là, on a une correction, puis une continuation de tendance haussière. Donc, on a d'abord un range, et puis il y a une continuation de tendance baissière. Donc, il y a un risque avec ce setup. Donc, ce setup qui aura un taux de réussite important, mais vu le contexte, pas très important. C'est cette raison que pour compenser ça, on va donc exploiter notre avantage statistique. On va donc faire assez que quand on va gagner plus. Vu que le taux de réussite ne sera pas important, on va compenser ça avec un RR important. Donc, l'autre chose, c'est que quand on a une tendance haussière, par exemple, donc c'est la même chose pour un cas baissier. Quand on a une tendance haussière, tout le monde essaie d'acheter. On achète le plus bas, on va le plus haut, etc., etc. À un certain moment, quand le marché vient breaker ces derniers lots, la plupart des personnes pensent que la tendance haussière est toujours d'actualité. Il faut FOMO. Le mouvement a déjà décollé. Il faut venir en retard. À chaque fois quand on achetait ici, ça montait, ça devient une habitude. Maintenant là, ils ont un plus bas, ils vont donc continuer à acheter.
Mais la plupart des professionnels l'ont su. Quand le marché a break ce niveau ici, la tendance haussière n'était plus d'actualité. Et on voit un gros mouvement d'habitude, hein. Donc dans la plupart des situations, on voit un mouvement puissant qui va même corriger jusqu'à 78,6. Donc cela dit que les stop loss logiques qu'on va mettre, on ne va pas les mettre autour des 78,6 comme les FBO parce que ça serait à toucher, ça serait illogique. On va les mettre sur les derniers plus hauts. Donc si les derniers plus hauts ne sont pas touchés, alors la tendance ne sera pas invalidée. Et ce qui se passe d'habitude, c'est que quand le marché corrige profondément, les mouvements commencent à baisser. Et quand il casse ici, tout le monde se met dessus. Tout le monde vend massivement. Les personnes qui pensaient que cet actif allait allait être valorisé beaucoup plus cher et qui voient que le marché a une capacité à aller plus haut, ils vont donc vendre massivement et le marché va exploser à la baisse. Et quand il explose, on a souvent, après cette correction profonde, après au début du mouvement, on a une impulsion profonde qui se forme sur le marché. On voit donc le marché qui explose littéralement à la baisse. Et je pense que à ce niveau ici, on peut aller chercher des DR, des profits, parce que c'est un mouvement qui peut durer longtemps dans le temps. Donc on prendrait une partie, on prendrait une viande de ce mouvement. Et ce mouvement, mais avec un ratio risque-reward important. Alors, quel est le setup de base quand on a une tendance baissière? Donc les premiers niveaux, ou bien la première impulsion qui casse la structure baissière, les indicateurs. Parce que c'est elle qui va nous indiquer là où on va entrer. Donc le premier signal qu'on voit, c'est ici. Quand on casse une structure baissière, on sait que le mouvement ici, c'est un mouvement qui potentiellement a beaucoup plus de probabilités de continuer dans l'autre sens. On va donc atteindre la correction autour de ces zones ici. Et on va acheter à 50%. Mais attention, on ne va pas mettre les stop loss ici, comme l'a mis, comme c'est un FBO classique. On va les mettre en dessous, ici. Pourquoi? Parce que, aussi longtemps que le marché n'a pas encore cassé ce plus bas, le marché est en train de faire une capacité d'aller plus bas et potentiellement, il peut continuer à monter. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en termes de ratio, on va donc récupérer 1 pour 2 pour compenser le taux de réussite qui va être faible. Parce que c'est setup, il y a plusieurs possibilités qui peuvent se former là-bas. C'est pas comme quand on entre dans une tendance. Maintenant, voici les règles des setup. Donc, on l'appelle les FBO TA1. Donc, c'est une variable du FBO classique. Donc, vous allez avoir une structure baissière. On va ici à un creux, il y a un sommet ici. Et quand on regarde, dépendamment de la LS Market Theory, je te mettrai une vidéo en description où je t'explique la LS Market Theory. D'ailleurs, en passant, il y a 40 heures de podcast sur mon Telegram gratuit. Donc, les liens en description, va checker ça. Donc, on a ici en plus bas, on a ici en plus haut et on a ici en plus bas. Et on voit que le marché break, c'est plus bas ici, donc c'est plus haut ici, pardon, avec une forte impulsion. Cela veut dire que les acheteurs deviennent importants, les acheteurs défendent ces niveaux ici. Donc la lecture du marché, c'est juste une lecture de psychologie de foule. On voit que les acheteurs entrent, les stop loss des vendeurs explosent ici, et après une correction, donc après que le marché a fait son cycle, passé d'un prix cher à un prix modique, on a de nouveaux acheteurs qui arrivent, mais attention, les stop loss sont placés ici. Donc parce que ici, la plupart des personnes peuvent penser, la plupart des traders à la vente peuvent penser que le mouvement est encore baissier, ils peuvent pousser le marché même à 78,6. Mais par contre, et c'est là que quand ça baisse à 78,6, les acheteurs deviennent encore agressifs, ils entrent massivement. Et s'ils ne défendent pas ce niveau, alors les trades vont être invalidés, les scénarios vont être invalidés. Donc, et quand il est invalidé, c'est autour de ces niveaux ici où il va être invalidé. Donc, et ce qu'on va récupérer, c'est dit 1 pour 2. Donc, notre target va être mis à moins 0,5. Moins 0,5, c'est l'opposé de ces 0,5 ici. Donc, ça nous donne un ratio de 2. OK? Donc, les règles, c'est une cassure de la structure qui est propre. On a une cassure des structures qui est propre. On avait une structure baissière. On passe des structures baissières à une structure haussière. Puis, il y a une impulsion raisonnable. Hein. Pas une impulsion agressive, quand même une impulsion raisonnable. On voit quand même que le marché... d'ici vers là, il fait moins de plus de pips en moins de temps, c'est pas comme celui-ci. Avoir une correction logique, hein, ça c'est logique quand même. On voit que le marché aussi, le marché fait des. Voilà. Puis, exécution à 50% de Fibonacci, parce que les marchés peuvent rebondir bien à 50% de Fibonacci, à 60% de Fibonacci, un peu plus bas, ou ici, mais peu importe là où il va rebondir, on aura été exécuté. Et notre stop loss intact sera placé en dessous de la structure. Donc à 100% des Fibonacci. Puis les targets vont être mis à moins 50% de Fibonacci. On va avoir un ratio de risque-reward de base de 1 pour 2. Pourquoi? Parce que avec ce genre de ratio risque-reward de 1 pour 2, même si on a un taux de réussite qui est fait, parce que là, il y a plusieurs possibilités, les marchés peuvent ranger, mais dans la plupart des cas, on a beaucoup plus de probabilité d'avoir un taux de réussite qui dépasse les 50%. Pour compenser, quand même, on fait un ratio risque-reward de 1 pour 2. Parce que quand on prend un risque, on doit payer pour le faire. Donc, on doit compenser en gagnant beaucoup plus. Maintenant, vous devez aussi respecter votre IP max. Donc, en pourcentage, si c'est 1%, c'est toujours 1%. Donc, une fois que le plus ARR est validé,
on met les TP, donc les stop loss à break-even. Donc, vous avez le droit de bouger les stop loss uniquement pour ces setups si le plus 1 R est validé. Donc, le plus 1 R est validé à ce niveau ici. C'est là que vous pouvez bouger votre stop loss. Oh putain. Maintenant, le dernier élément, c'est les timings. Bien sûr, on dit toujours qu'un système de trading, c'est une stratégie, donc des points d'entrée, des setups, mais c'est aussi une routine de trading. Parce qu'une méthode de trading, c'est un plan de trading, bien sûr, comment entrer, comment sortir, comment manager, comment mettre son stop loss, mais c'est aussi une routine de trading. Quelle est la routine de trading que vous allez mettre en place? Donc normalement, c'est 30 minutes par jour. 30 minutes par jour, vous allez diviser comment? Vous allez prendre une partie de ces 30 minutes pour analyser votre marché et mettre en place des plans de trade de la journée. Donc dans une journée, quel va être le plan, quel va être les plans de trade? Parce que ça va être chaque jour. Vous allez donc atteindre. Deuxièmement, vous allez placer des ordres en attente et vous allez aussi calculer votre risque. Ça va prendre peut-être 5 ou 10 minutes, je ne sais pas. Puis vous allez revenir après 24 heures. 24 heures, donc 5 jours sur 7. Donc vous allez faire ça 5 jours sur 7. Quand même, sauf les dimanches, sauf les samedis, les dimanches, les week-ends. Mais vous allez faire ça donc chaque jour. Donc vous faites vos plans, vous mettez vos ordres, vous calculez votre risque et puis vous revenez 24 heures plus tard. Donc limitez-vous à 30 minutes ou à 30 minutes 1 heure maximum. Et vous allez être capable de tenir cette routine plus facilement que rester. Voilà, vous entrez dans le marché, vous mettez un seul stop, par exemple ici, donc c'est limite, donc buy limit, pardon, ici. Donc vous mettez un buy limit ici par exemple, et s'il est exécuté, vous entrez dans le marché. S'il n'est pas exécuté, vous attendez. Et c'est une stratégie, au fait de la stratégie que je vous ai partagée, c'est une stratégie set and forget. À part définir votre point d'entrée, votre stop loss et votre TP, vous n'avez plus rien à faire. Donc vous laissez le marché faire son travail. Donc vous fermez vos graphiques et vous vaquez à vos occupations. Et puis vous revenez sur le marché 24 heures plus tard. Voilà la stratégie que je voulais vous proposer, la stratégie des swing trading. Je pense que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Suivez-moi sur Telegram, les liens en description. Abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu si ça t'a plu. Et il y aura une deuxième partie pour cette vidéo. Moi je te dis à bientôt et ciao.